Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La capitale centrafricaine Bangui abritera un dialogue national de réconciliation du 21 au 27 mars avec l'opposition non armée et la société civile. Une initiative promise par le président Faustin Archange Touadéra lors de sa réélection contestée en décembre 2020. Fusion de deux communautés économiques régionales en Afrique centrale, la CEMAC et la CEEAC seront réunies en une seule entité en 2023. Un appel au rassemblement qui permettra la création d'un marché de près de 200 millions de consommateurs pour les 11 pays concernés. Et le Burkinabé Diébedo Francis Kéré est le lauréat de l'édition 2022 du prix Pritzker. Il devient ainsi le premier architecte africain à remporter ce prix d'architecture, la récompense d'un travail acharné en faveur du développement social de l'Afrique. Mais tout d'abord en Afrique du Sud, le 16 mars a marqué la fin d'une guerre de succession longue d'1 an dans le royaume zoulou. En effet, le président Cyril Ramaphosa a officiellement reconnu le prince Misuzulu comme successeur au roi Goodwill Zwelithini, décédé en mars 2021. Les procédures judiciaires menées par une partie de la famille pour contester cette accession au trône ont toutes été épuisées sans succès. À 47 ans, le prince Misuzulu régnera sur 11 millions de Zoulous et possédera 30% des terres de la province du KwaZulu-Natal. Également dans l'actualité, le Nigeria est confronté à une grave crise énergétique. Le pays tout entier a été plongé dans l'obscurité le 14 mars, en cause un effondrement du système. Les autorités évoquent une trop faible production. Rappelons que plus de 80% du réseau national du Nigeria est alimenté grâce au gaz naturel. Une ressource dont les prix ont considérablement augmenté depuis la crise ukrainienne qui a débuté le 24 février dernier. Le ravitaillement est donc difficile. L'exécutif a présenté ses excuses en promettant de résoudre la crise dans les prochains jours. Il l'avait promis lors de sa réélection contestée en 2020. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a signé le 15 mars un décret convoquant un dialogue de réconciliation. Celui-ci se tiendra du 21 au 27 mars à Bangui. Cette rencontre devrait porter sur la paix et la sécurité du pays. 450 participants issus des forces vives de la nation, de l'opposition non armée et de la société civile seront réunis à l'Assemblée nationale. Mais cette initiative pour la réconciliation pourra-t-elle se faire sans l'inclusion de toutes les parties? Le professeur Jean-François Akanji, président du mouvement citoyen Debout et Solidaire, nous livre son analyse. Je pense qu'il y a un consensus sur ce dont nous, Centrafricains, avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de paix, de sécurité, de réconciliation entre nous, mais aussi de justice, dans tous les sens du terme, et de bien vivre sur notre terre. Or, ce n'est précisément pas l'objectif de ce dialogue. Le vrai objectif, le but concret de ce dialogue, c'est d'obtenir une recommandation qui permettra de réviser la Constitution pour aller vers un 3e mandat. Le terrain est d'ailleurs préparé assidûment par les communicants du régime en ce sens aujourd'hui, et c'est pour obtenir cela qu'on a écarté toutes les organisations et toutes les personnalités qui pouvaient être des obstacles, dont Citoyens Debout et Solidaires, dont je suis le président, mais je dois le dire, nous sommes loin d'être les seuls. Au final, ce qui va se passer à Bangui la semaine prochaine est tout sauf un dialogue inclusif. C'est plutôt une assemblée générale des partisans d'un pouvoir éternel du président Touadéra. Nouvelle impasse politique en Libye après l'échec des élections de décembre dernier. 2 gouvernements parallèles se disputent le pouvoir, ce qui inquiète le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a tenu une réunion sur la situation du pays le 16 mars. Tout l'enjeu est de maintenir les avancées obtenues telles que l'accord de cessez-le-feu permanent signé en 2020, d'assurer le respect des droits des citoyens ou encore de garantir l'organisation des élections. Les précisions dans ce sujet de la rédaction.
Rivalité Est contre Ouest, la Libye est embourbée dans une impasse politique. La nouvelle phase de polarisation politique résultant de l'échec de l'organisation d'élections en décembre 2021 inquiète le Conseil de sécurité des Nations Unies. Si la situation sur le terrain reste relativement calme, des rapports font état d'une rhétorique menaçante, de tensions politiques croissantes et de loyauté divisée entre les groupes armés. Les citoyens libyens en sont les premières victimes. La situation des droits humains en Libye reste profondément préoccupante. La MANUL a observé une augmentation des discours de haine, de la diffamation et des menaces, ainsi que des incitations à la violence et des actes de violence contre des militants, des journalistes et des acteurs politiques, y compris des femmes. Dans ce climat de tension, l'organisation d'élections reste une priorité pour l'ONU. Alors que l'impasse sur la légitimité de l'exécutif se poursuit, deux gouvernements sont érigés, celui du Premier ministre nouvellement désigné par le Parlement de Tobrouk, Fathi Bashara, et celui du Premier ministre sortant, Abdelhamid Debeba, qui refuse de céder le pouvoir jusqu'à la tenue des prochaines élections. Une rivalité susceptible de fragiliser les avancées obtenues ces derniers mois pour le maintien de la paix dans ce pays en crise depuis 10 ans. Nous avons donc exprimé une grande inquiétude face à l'impasse politique et à sa possibilité de revenir sur les acquis obtenus jusqu'à présent. Nous avons appelé au calme et encouragé les partis à engager le dialogue et encourager les Nations Unies, l'Union africaine et la communauté internationale à soutenir la Libye dans le processus de dialogue national et de réconciliation. La mise en place d'un comité conjoint composé de membres de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d'État a été proposée en février dernier par les Nations Unies, le but étant de parvenir à un accord sur une base constitutionnelle et permettre aux 2,8 millions de Libyens inscrits sur les listes électorales de choisir leurs dirigeants en 2022. L'Afrique centrale pourrait considérablement rattraper son retard de développement grâce à cette initiative. La CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, et la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, vont être rassemblées en une seule entité en 2023. Une initiative en soutien à l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale opérationnelle depuis janvier 2021. Plus de détails avec Viviane Baokan et Absan Bibou. La zone économique de l'Afrique centrale se positionne afin de garder sa place de leader de zone économique régionale CEAC dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. L'une des nouvelles étapes est la fusion annoncée de la zone des deux communautés économiques régionales que sont la CEMAC et la CEAC en une seule entité. Pour les experts, cette fusion permettra d'une part aux opérateurs économiques d'exercer aisément et d'autre part, cette fusion est une réponse à la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons au niveau de l'Afrique centrale deux zones de libre-échange qui se chevauchent, notamment la zone de libre-échange de la CEMAC, la zone de libre-échange de la CEAC. Mais nous avons dans les travaux antérieurs procédé à la fusion des deux zones de libre-échange. Actuellement, nous disposons en Afrique centrale d'une seule zone de libre-échange unifiée, CEAC-CEMAC. On a un agrément CEMAC signé par le président de la Commission, un agrément CEAC, et puis au niveau de la rationalisation, nous avons essayé de mettre tout cela en musique pour permettre à ce que dorénavant l'opérateur économique ne dispose qu'un seul agrément co-signé par les deux présidents des deux communautés, et les présidents des commissions des deux communautés pour éviter ces dispersions et pour répondre donc à la ZLFCAP. Pour répondre efficacement aux enjeux de compétitivité en plus de la rationalisation des communautés économiques régionales, la Commission économique pour l'Afrique propose aux 11 économies de la sous-région de se rassembler autour d'un instrument commun, notamment la politique commerciale de soutien à diversification économique. L'objectif, permettre à l'Afrique de devenir une base de défense industrielle pour la transformation des produits locaux ou des matières premières. Les autres sont déjà à la 4e révolution. Et nous n'avons pas encore commencé même la première révolution industrielle. Donc c'est un appel au rassemblement, c'est un appel à tous les pays, à tous les décideurs, à toutes les communautés de tout faire pour que cette région désormais puisse en tout cas, je dirais, s'inscrire ou nous tous nous mettre dans ce véhicule commun que nous appelons le plan directeur d'industrialisation et de diversification économique. C'est ce qui va nous porter plus loin. C'est ce qui va nous permettre vraiment de relever les défis pour cette région.
Rappelons que la fusion des deux communautés économiques régionales ouvrira la voie à la création d'un marché de près de 200 millions de consommateurs d'une superficie de 6,7 millions de kilomètres carrés et un PIB de 523 milliards de dollars, soit 283,280 milliards de francs CFA. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme sur la situation qui prévaut à l'est de l'Afrique. La Corne de l'Afrique est confrontée aux conditions les plus sèches depuis plus de 4 décennies. Conséquence, rien qu'en Somalie, un quart de la population pourrait prochainement avoir besoin d'une aide alimentaire selon le Programme alimentaire mondial. Un sujet de la rédaction. L'urgence climatique met en péril des millions de personnes dans la Corne de l'Afrique. Rien qu'en Somalie, 4,1 millions de personnes auront du mal à trouver de la nourriture si les pluies ne tombent pas en avril. Habiba Mao Iman fait partie des dizaines de milliers de personnes qui demandent de l'aide à la périphérie de la ville de Bardir. Depuis 2 ans, il n'a pas plu sur sa ferme. Ses animaux ont succombé et ses récoltes sont dévastées. Personne ne nous aide, nous n'avons pas de nourriture, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de vêtements et pas de bâches en plastique pour nous abriter. Nous avons fui la sécheresse, je suis ici depuis 158 jours sans nourriture ni abri pour mes enfants. Chaque jour, je sors et je frappe aux maisons de la ville pour mendier afin que mes enfants puissent manger. La région de la Corne de l'Afrique est confrontée aux conditions les plus sèches depuis 1981, après l'échec de 3 saisons des pluies consécutives, selon le Programme alimentaire mondial PAM des Nations Unies, et les prévisions ne sont pas bonnes. Selon l'organisation Famine Early Warning System Network, les conditions météorologiques mondiales indiquent que les pluies risquent de manquer à nouveau cette année. La situation de la sécurité alimentaire est très mauvaise. Ces gens ont tout perdu derrière eux, c'est-à-dire l'élevage ou l'agriculture, et ils ont complètement besoin de nourriture, d'abri, d'eau, de soins de santé. Et la majorité d'entre eux sont des femmes et des enfants. Les enfants de moins de 5 ans sont particulièrement touchés par la crise. Si les pluies de cette année ne se matérialisent pas, 1,4 million d'entre eux, soit environ la moitié, souffriront de malnutrition aiguë d'ici la fin de l'année, d'après le PAM. L'UNICEF déclare avoir besoin de 38 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires de la Somalie en 2022. C'est une première pour le continent africain, la plus haute distinction du monde de l'architecture. Le prix Pritzker a été décerné au Burkinabé Diébedo Francis Kéré le 15 mars. Joël Ballot nous dresse le portrait de celui qui est reconnu comme le pionnier des constructions durables en Afrique. Le Pritzker Prize 2022, plus haute distinction du monde de l'architecture, décerné au Burkinabé Diébedo Francis Kéré. Premier Africain à remporter l'équivalent du prix Nobel d'architecture, Francis Kéré voit en cette distinction la reconnaissance de plusieurs années de travail acharné pour le développement social de l'Afrique. Ma philosophie est que tout le monde mérite le luxe en termes de qualité, tant les pauvres que les riches. Je veux que mes constructions inspirent ceux qui en font usage, qu'elles les rendent heureux. Je pense qu'il est fondamental de tenir compte de l'environnement dans lequel on veut construire et mettre à contribution son expertise en tant qu'architecte. S'interroger sur ce qu'on peut faire afin de rendre un environnement hostile agréable. À travers sa passion, le Pritzker Prize 2022, Francis Kéré a mis en place plusieurs projets au fort potentiel d'usage public en Afrique, notamment la construction d'une école primaire en briques de terre, des hôpitaux, une bibliothèque, un centre associatif, appuyé par la main-d'œuvre locale, des infrastructures à échelle humaine pour lesquelles il a reçu de nombreux prix, tenant toujours en compte les contraintes climatiques et matérielles locales. Si vous construisez dans une zone chaude, vous devez mettre en place des mécanismes qui vous empêchent de recourir à des systèmes de refroidissement artificiel. Si des alternatives existent, demandez-vous comment vous pouvez les utiliser afin d'améliorer l'environnement pour le bien-être des gens. Il faut toujours tenir compte de l'humain. Les gens ont toujours besoin d'être inspirés, ils ont besoin d'innovation, qu'il s'agisse des personnes pauvres que des personnes nanties. En 43 ans d'existence, c'est la première fois qu'un Africain reçoit le Pritzker Prize. Aussi, avec cette distinction, le pionnier des constructions durables Francis Kéré, Pritzker Prize 2022, espère faire changer de vision aux jeunes Africains qui sont peu à voir en l'architecture un chemin professionnel possible.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.